Par tous les temps avec vous, c'est votre météo sur France 3 avec Adréa. Adréa Mutuelle, santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes ce soir, elles sont des nôtres. Les vendanges ont débuté en Savoie avec plus de 10 jours d'avance et la promesse d'une récolte de grande qualité. Au lendemain du coup de force des éleveurs savoyards qui ont obtenu l'abattage de 6 loups en Savoie, les pro-loups réagissent. Ils dénoncent l'impunité des éleveurs et leur volonté d'éradiquer le loup. Yves Pascalet de l'association Férus sera notre invité. Et puis la rentrée d'une planète à l'autre en Isère, celle des étudiants en médecine de l'université Joseph Fourier, et puis celle de Christophe, un jeune Isérois qui envisage un master de cascadeur. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale à 19h30 avec deux principaux titres. Les agriculteurs quittent Paris et retournent à leurs exploitations avec un sentiment d'amertume. Les mesures annoncées par Manuel Valls n'ont pas convaincu tout le monde. Rallonge des aides financières et report de dettes bancaires. Pour beaucoup, la question de la baisse des prix n'a pas été prise en compte par le gouvernement. Et puis un enfant syrien de 3 ans mort sur une plage de Turquie. La photo bouleverse l'opinion publique et fait réagir l'Europe. Paris et Berlin prennent l'initiative et relancent l'idée jusqu'ici taboue de quotas de réfugiés par pays européen. Une proposition qui sera examinée par les Européens le 14 septembre. Les vendanges ont donc commencé en Savoie. Cette année, la récolte est précoce, plus de 10 jours d'avance. Elle annonce un cru de grande qualité et le soleil estival n'y est pas étranger. Claudine Longhi-Bernard et Bernard Portugal. Porteur! Oh là là, ça y va là, hein? Chez les Jacqueline, on vendange en famille, ou presque, avec 16 vendangeurs. Xavier, Anne-Marie et leurs 2 filles, Mathilde et Justine, ont commencé le ramassage du raisin plus tôt que prévu. Après le pinot noir, c'est le coteau de chardonnay qu'ils récoltent ce matin. Ici, sur les hauteurs du lac du Bourget, l'été a été bénéfique pour la vigne. Je pense que l'année 2015 sera une année exceptionnelle. C'est vrai qu'au mois de juillet, il a fait très très chaud et c'est surtout la sécheresse en fait qui a pu être un petit peu dommageable pour les vignes. Mais là, au mois d'août, heureusement, on a eu de la pluie, du soleil, il faisait frais la nuit et puis ensoleillé la journée, donc c'était parfait. On a vraiment le taux de sucre idéal, les grappes sont saines, le vignoble aussi est vraiment très sain. Donc ça veut dire qu'on va avoir un bel équilibre sucre-acidité et surtout des très beaux arômes qui vont se retrouver en cuve. Au total, 10 jours de vendange seront nécessaires pour la récolte des 6 hectares du vignoble. Une activité qui séduit de plus en plus les jeunes. Il faut être physique un peu, mais ça va, on s'habitue. Quand c'est plein, ça fait 50-60 kilos. Ça va. C'est une belle expérience et c'est 100 fois mieux que d'être assis à un bureau à Paris. On l'avait jamais fait et puis voilà, on aime les bonnes choses, le vin, le raisin, on s'est dit pourquoi pas essayer. Puis c'est un bon challenge aussi sportif, on s'est dit pourquoi pas. Aujourd'hui, il faisait frais pour travailler et Météo France annonce du beau temps jusqu'à mardi. En Savoie, les 2270 hectares de vignes devraient permettre la production de plus de 16 millions de bouteilles. De leur côté, les jeunes agriculteurs de l'Isère ont répondu à l'appel de la FDSEA. Une soixantaine d'entre eux s'est rendue à Paris pour grossir les rangs de la manifestation nationale. Manifestation qui sera suivie lundi prochain d'une nouvelle mobilisation à Bruxelles devant la Commission européenne. On écoute Pascal Denoli, président de la FDSEA de l'Isère. Pendant tout l'été, on a vu dans nos départements, sur le terrain, des manifestations de grande ampleur, très fortes, qui ont marqué beaucoup d'anxiété des agriculteurs. Et donc aujourd'hui, nous venons chercher des réponses. Nos présidents ont rencontré le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, et vont, j'espère, nous amener des réponses. Au lendemain de la séquestration de 3 membres du parc de la Vanoise par des éleveurs en colère qui ont obtenu le prélèvement de 6 loups en Savoie, les pro-loups réagissent. L'un d'eux est avec nous ce soir. Bonsoir Yves Pascalet. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président de l'association Férus, on dit Férus. Une séquestration, 6 loups à abattre. Qu'avez-vous pensé de cette action coup de poing ? N'importe quel démocrate est pour le moins étonné de voir des gens qui se mettent hors la loi.
parce que la séquestration de personnes est interdite par la loi jusqu'à nouvel ordre, et qui, en ayant commis cette incivilité, eh bien, se voit récompensé par un préfet qui leur donne raison et qui même va au-devant de leur demande, puisqu'ils demandaient qu'on tue, on prélève, hein, c'est-à-dire qu'on tue, on envoie des balles et pas des bons vœux aux loups. Ils en demandaient 5, et ils en ont eu 6. Alors, c'est une incompréhension totale. On ne peut pas à la fois être dans la séquestration, donc dans l'incivilité, être hors la loi, de ce point de vue-là, l'être en plus parce que le loup est une espèce protégée, et ensuite avoir les félicitations générales. Alors, le préfet tout de même a dénoncé la méthode assez violemment. Il n'a pas apprécié du tout la façon. Et judiciairement, c'est au séquestré éventuellement de porter plainte. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Oui, je connais bien, puisque je suis un membre du conseil d'administration du parc de la Vanoise, ceux qui ont été séquestrés, le directeur, le président et puis un des gardes. Ce sont des gens d'une gentillesse extrême qui font tout pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, parce qu'il y a un problème aussi avec le parc de la Vanoise. Et donc, ils vont certainement essayer de jouer la pacification. Je ferai la même chose à leur place. Mais je ne suis pas à leur place. Je suis là pour dire quand même que cette séquence-là, même si le préfet la dénonce, et à juste raison, je ne comprends même pas qu'il ait accepté les demandes de ces gens qui ont fait peut-être aussi pour pacifier la situation. Oui, vous dites également dans un communiqué que les éleveurs mentent quand ils disent que les attaques sont en hausse. Oui, alors des loups, en Savoie, en plus, il y en a, en Maurienne en tout cas, il y en a 5, 6, 10, donc on va presque tous les tuer si on accepte d'y aller avec la fleur au fusil et le fusil plein de poudre. Bon, les attaques ne sont pas plus importantes qu'avant. Il y en a quelques-unes. On attribue aux loups bien des attaques de chiens, on attribue aux loups des dérochages, donc tout ce qui est mort de brebis est attribué aux loups. Alors, on est bien gentil, l'État est bien gentil, il rembourse sans trop regarder, mais il ne faut pas non plus exagérer et dire qu'il y a de plus en plus d'attaques de loups. Alors, dans la Drôme, vous allez voir, l'affaire est montée d'un cran, je dirais un cran au-dessus, puisque le préfet a autorisé à des chasseurs d'abattre le loup. Il s'agit des chasseurs, donc. Il s'agit d'un secteur limité où le loup serait particulièrement vorace. Une quarantaine d'attaques, notamment de troupeaux, ont été recensées cet été dans cette zone. Hugo Chaplon, Stéphane Yvon, et on vous retrouve après. C'est un arrêté qui sonne comme un coup d'accélérateur dans la traque du loup. Jusqu'à présent, seuls les agents de l'ONCFS et les lieutenants de louveterie étaient habilités à tirer sur le canidé. Mais pour une période de 6 mois, les chasseurs aussi seront autorisés à prélever l'animal. Une main tendue par la préfecture de la Drôme aux éleveurs du Haut-Diois. L'intérêt de l'État, c'est d'un côté d'être garant de cette espèce protégée, c'est ce que nous faisons avec les gardes tous les jours de l'ONCFS, mais de l'autre côté, être aussi garant du bon fonctionnement de notre économie drômoise, des humains, des éleveurs, et également des troupeaux et de l'économie drômoise. Le préfet a tout à fait le droit de déroger à ce statut d'espèce protégée par la mise en place de tirs de prélèvement, soit classiques comme on a eu droit depuis un mois, ou soit de prélèvements renforcés comme nous allons le faire, comme le préfet a décidé de le faire, à compter de ce jour. Des éleveurs qui subissent une forte pression du prédateur. Cet été, dans le département, 43 attaques ont fait plus de 300 victimes. Alors ce tir de prélèvement renforcé est vu d'un bon œil par la profession. On n'a pas dit qu'il fallait exterminer le loup, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive impérativement à faire du prélèvement. Je dirais qu'on mette tout en place pour qu'aujourd'hui, on puisse prélever et, je dirais, baisser la pression de prédation sur nos troupeaux. C'est impératif si on veut continuer l'élevage en Drôme. Reste à évaluer l'efficacité de ce dispositif exceptionnel. En France, l'État fixe le quota de loups à prélever à 36. À ce jour, 3 ont été tués. Alors, Yves Pacalé, ma question est simple. Comment sortir de cette situation? Il faut un minimum réguler le loup ou pas du tout? Alors, le loup est absolument indispensable, mais est indispensable pour l'écologie. C'est un grand prédateur qui règle l'équilibre de son milieu naturel. Mais c'est aussi, et ça je veux le dire à tous les chasseurs qui veulent aller chasser, si c'est possible, jusque dans le cœur des parcs naturels, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire, je leur dirais qu'on ne peut pas concevoir
d'éliminer tous les loups, parce que dans ce cas-là, on élimine tous les grands prédateurs, on élimine les tigres, on élimine aussi les grands animaux, les éléphants, tout ça ce sont des animaux qui gênent, qui sont dangereux, etc. Si on élimine tout ça, on élimine non seulement des animaux indispensables aux équilibres de la nature, mais des animaux qui sont dans notre culture, dans nos cosmologies, dans nos légendes, dans nos romans, dans nos films, dans la tête de nos enfants, dans les rêves de nos enfants. Et les loups sont dans les rêves de nos enfants. Le petit chaperon rouge ne pourra pas être raconté à nos enfants s'il n'y a plus du tout de loups dans la forêt. Voilà, la défense du loup. Merci Yves Paquelet, à voir votre blog qui raconte tout ça très bien. Merci d'être venu. En Isère, une ancienne secrétaire du Conseil général engage une procédure contre le département. Retraitée aujourd'hui, Josiane Delpirou dénonce une délibération votée par les élus pour financer leur retraite complémentaire. Le tribunal administratif de Grenoble statuait ce matin sur cette affaire. Joël Serroni, Jean-Pierre Rivet. Pour Josiane Delpirou, c'est une étape importante de la procédure qu'elle a engagée contre le département de l'Isère. Elle qui demande au tribunal administratif d'annuler une subvention de 447 380 € versée en 2012 à l'amicale des conseillers généraux pour financer leur retraite complémentaire. Lors de l'audience ce matin, le rapporteur public est allé dans son sens et sans juger sur le fond, il a estimé que la commission permanente qui avait voté cette délibération n'avait pas la compétence pour le faire. Josiane Delpirou est satisfaite. Elle espère maintenant que ses autres demandes seront entendues. Maintenant, il faut voir la suite, comment le département va réagir, s'il y aura une autre décision qui sera prise, dans quelles conditions, parce qu'un certain nombre de motifs n'ont pas été pris en compte par le tribunal puisque la décision est annulée, donc il n'y a pas lieu de statuer sur les autres motifs. Mais dans le cadre de la prise d'une nouvelle délibération, ces motifs devront être pris en compte par le département. Parmi ces motifs, il y a le paiement de l'intégralité de la complémentaire par le Conseil général, alors que la moitié de la somme aurait dû être réglée par les conseillers. À l'époque, seuls 2 élus écologistes de l'Assemblée n'avaient pas voté la subvention. Nous avons justement alerté à ce moment pour dire qu'il fallait faire la clarté sur ce genre de dossier qui apparaît comme un système de privilégiés. Je le dis très sincèrement, je ne crois pas qu'il y a des questions de privilégiés. C'est des systèmes qui sont anciens, qui ont fonctionné à une époque, mais qui n'ont plus d'ordre aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité de la vie de l'élu aujourd'hui. S'il suit les conclusions du rapporteur public, le tribunal administratif permettra de remettre à plat ce dossier sensible pour cette nouvelle assemblée qui devra trancher. Manuel Valls sera demain à Annemasse pour assister à la décoration du maire de la commune. Manuel Valls qui se rendra également à Chamonix le 25 septembre pour annoncer une série de mesures dans le cadre de la mise en place d'un acte 2 de la loi montagne. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Situation surréaliste à la clinique de Cluses en Haute-Savoie. Depuis plus de 4 mois, le personnel est présent mais n'a plus d'activité. L'établissement a été repris en janvier par un groupe de cliniques lyonnais, mais l'Agence régionale de la santé a suspendu les autorisations de chirurgie, ce qui interdit toute prise en charge des patients. Xavier Schmitt, Christian Mathieu. Donc tout est vide. Le personnel est désœuvré et déboussolé. Les 11 salariés vivent dans l'attente et l'incertitude. Bloc opératoire, salle de repos, tout est entretenu et prêt à servir. Mais il n'y a plus aucune activité médicale depuis 4 mois. Depuis le mois de mai, on a quasiment terminé ce qu'on avait à faire, en fait, ce qu'on avait à faire. Et depuis, on attend. Mais bon, on est présent et on est prêt à repartir, à rebondir, et à travailler et on n'attend que ça. La clinique de Cluses a été reprise en janvier dernier par Noalis, un groupe hospitalier privé de Lyon, avec de grandes ambitions. Mais 3 mois plus tard, c'est la douche froide. Les autorisations de chirurgie sont suspendues par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Coup dur aussi pour la commune qui soutient le projet. Nous sommes dans un désert médical, ça veut dire que plus de consultations de spécialistes sur Cluses, puisque c'était dans ce cadre de ce pôle de santé et de clinique que les médecins spécialistes venaient consulter, venaient ensuite opérer. Donc ça veut dire plus de cliniques, plus de pôle chirurgical, plus de consultations et pour nous un appauvrissement et une plus grande précarité au niveau de la santé et de la médecine sur Cluses. Depuis 2009, cette clinique de proximité a déjà perdu sa maternité et les urgences. Ce service a été repris par une association de médecins, mais leur activité est fragilisée. Nous,
On a beaucoup moins de gens qui viennent nous voir parce que pour l'instant le pôle chirurgical ne fonctionne plus, vu qu'il n'y a plus d'intervention possible. Et donc les chirurgiens, du coup, partent ailleurs exercer puisqu'ils ont besoin quand même d'avoir une activité. Le nouveau propriétaire de la clinique va contester la décision de l'ARS devant la justice le 5 octobre. Encore beaucoup d'attentes et d'incertitudes pour le personnel. C'est donc aujourd'hui et demain la rentrée universitaire. À La Tronche, près du CHU de Grenoble, les étudiants en première année de médecine s'angoissent déjà à l'idée de passer le cap de la première année extrêmement sélective, même si la pédagogie a changé depuis quelques années et qu'elle commence à porter ses fruits. Jean-Christophe Pain, Dominique Sommet. Cette année, à Grenoble, ils sont 1600, 2 tiers de filles, 1 tiers de redoublants. 1200 veulent devenir médecins, mais ils ne seront que 172 à passer en deuxième année. Alors dès ce soir, ils vont travailler à la maison sur ces fameux DVD. Désormais, à Grenoble, c'est l'étudiant qui va chercher la connaissance et pas l'inverse. Nous ne voulons plus qu'ils apprennent par cœur sans comprendre. Et c'est pour ça que on a mis en place ce système d'enseignement inverse, ça fait donc 10 ans qu'on l'a mis en place. Maintenant, c'est quasiment quelque chose qui se développe dans toutes les universités, mais il n'empêche quand même que c'est un moyen pour les faire réfléchir, raisonner, comprendre, chercher les explications, et ça c'est fondamental. Plus de raisonnement, moins de bachotage. Plus de tutorat et de parrainage, moins de prépa privée très chère. La première année de médecine aurait-elle vraiment changé, à Grenoble en particulier? Réponse d'une redoublante. C'est vrai que ça a changé par rapport aux années précédentes. Enfin, ils font tout pour assurer une certaine égalité, pour que ce soit plus facile et plus accessible. C'est pas du bidon. Voilà, ça c'est pas du bidon, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment le principe du DVD, mais après... ça reste un concours qui est très sélectif et entre ce qui nous assure et ce qu'il faut vraiment fournir, il y a quand même un petit décalage. C'est-à-dire qu'il faut travailler encore plus que ce qu'ils disent? Vraiment plus. Les profs l'affirment, plus besoin de redoubler pour décrocher sa première année. 50% des reçus sortent tout juste du bac, mais il leur a fallu travailler près de 60 heures chaque semaine. On vit maintenant après que pour ça en fait. On se lève en pensant à ça, on n'a plus de vacances, plus rien et du coup... mais après, une fois qu'on y est, c'est pas si difficile. Les gens qui nous entourent, ils font exactement pareil. Du coup, au final, on voit pas le temps passer. Dernier volet de notre série sur les coulisses de la rentrée avec le portrait de Christophe Fall, un jeune étudiant isérois titulaire d'un bac pro et qui va intégrer courant octobre une école particulière au nord de Paris dans l'espoir d'obtenir à terme un master très spécial. Denis Vigneaud-Duguet, Franck Serroni. Mon rêve depuis l'enfance, c'était de devenir acteur. À quelques semaines de ses 18 ans, un bac pro commercial en poche, Christophe est sur le point de concrétiser son rêve. Je vais intégrer la plus grande école de cascade au monde. Ça fait 6-7 ans que je pratique le taekwondo, donc je devais avoir 10-11 ans à peu près. Et dans le taekwondo, on travaille tout ce qui est coup de pied, acrobatique, les figures, tout ce qui est artistique. Donc du coup, c'est des mises en scène, c'est des préparations qu'on doit faire, des démonstrations. Et donc ce concept-là me plaisait bien. Donc c'était à partir de là qu'aussi que ça m'a mis une petite idée en tête de faire cascadeur. Donc un jour, je suis tombé sur une série américaine et j'ai vu le propre acteur faire ses propres cascades. Et c'est à partir de là, donc cette année-là, que je me suis plus penché sur le métier de cascadeur. Il y a quelques mois, Christophe se lance. Sans même en parler à ses parents, il prend contact avec la plus grande école de cascade au monde. Son dossier est finalement accepté. Sa rentrée se fera à l'automne. Pour être au top, le jeune homme s'entraîne quotidiennement. Car dans la cascade, la forme physique est essentielle, mais pas suffisante. C'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord les valeurs humaines. C'est ce qu'on dégage, ce que le cœur dégage, ce qu'on a mentalement dans la tête. Et ça, c'est ce qui caractérise un bon cascadeur. C'est aussi l'honnêteté avant tout. Une personne qui vient faire une cascade périlleuse et qui vous dit « je n'ai pas peur »,
Eh ben, c'est faux. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, c'est que l'on va bien plus loin que nos propres peurs. Vous apprenez à gérer votre peur, à gérer vos émotions. C'est comme ça que vous réussirez. Réussir. Christophe n'a plus que ça en tête. Courant octobre, il fera sa rentrée dans sa nouvelle école au nord de Paris. Si tout va bien, dans 5 ans, il accédera à une nouvelle vie avec en poche un master en cascade. L'emploi avec l'aéroport Grenoble-Isère de Saint-Étienne-de-Saint-Joire qui recrute pour sa saison d'hiver. Un forum de l'emploi était organisé aujourd'hui. Une dizaine d'employeurs offrent 300 postes à pourvoir. L'occasion pour les candidats de mettre un pied dans un secteur en vogue, celui de l'aéroportuaire. Cédric Picot, Didier Elbran. L'affluence est impressionnante. Dans le hall, 500 candidats patientent pour déposer un CV. Tous exposent leurs compétences, mais pratiquement aucun n'affiche d'expérience dans le secteur de l'aéroportuaire. Alors moi je recherche un poste qui permet de mettre mes compétences en avant. Donc en fait je cherche tout type de poste, sachant qu'à la base je suis technicien et cadre récemment. Et aujourd'hui je suis ouvert à tous les postes, sachant que j'habite aussi très près. Donc voilà, je suis très motivé et je suis ouvert à tous les postes. Ici, pour la saison d'hiver, on cherche des serveurs, des vendeurs, des préparateurs, mais surtout des employés pour les services de sécurité, de piste ou d'escale, des postes qualifiés pour lesquels les candidats retenus seront formés. Nous les formons de A à Z, nous leur donnons la qualification et ensuite nous leur proposons de travailler avec nous. Et ce qui est bien, si l'année prochaine ils veulent revenir, c'est beaucoup plus simple. Ils savent déjà qu'ils peuvent revenir s'ils ont apprécié et si la collaboration a été fructueuse. Sinon, ce qui est bien aussi, ils peuvent aller postuler dans d'autres aéroports. À l'aéroport de Grenoble-Isère, l'effectif passe de 400 personnes en hiver à 80 en été. Aujourd'hui, les postes proposés sont saisonniers, mais ils peuvent être un premier pas dans l'aéroportuaire, un secteur porteur, mais plutôt fermé. Il faut vraiment s'enlever les barrières qu'on se met, que ce soit du CDD, que ce soit de la mission d'intérim, que ce soit du temps partiel. Ce qui est important, c'est de reprendre un pied dans une activité, de renouer avec le réseau, de renouer avec l'activité. Ça ouvre des potentiels et ça ouvre aussi des perspectives qu'on n'imaginait pas forcément. Cette année, grâce au Forum de l'emploi aéroportuaire, 300 personnes devraient trouver du travail pour 5 mois. Faire du neuf avec de l'ancien, une formule qui colle parfaitement avec cette idée d'un jeune Savoyard passionné de ski. Il s'appelle Laurent Trichet, il a fait du ski un matériau de prédilection qu'il détourne à sa façon pour en faire des créations inattendues. Grégory Lespinasse et Antoine Marnas. Laurent a 2 passions, le ski et la récup. Chaque semaine, je dois récupérer une quarantaine de paires de skis. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour rien, j'ai quand même des bâtons. Le ski dans tous ses états. Ancien vendeur en station, Laurent a ouvert il y a un peu plus d'1 an une boutique en plein centre de Chambéry. Il y bichonne les planches en vue de la saison d'hiver. Alors ça, c'est des skis que j'ai à réparer, ça commence déjà, là j'en ai même eu au mois d'août. Le fait que cette paire de skis, se dire elle allait être ensevelie dans une décharge et de voir qu'elle va repartir et puis que des gens vont skier avec et que moi ça va me créer de l'activité, je trouve que c'est super. Un goût prononcé pour le vintage, l'ancien et le moderne. Et à force de polir les spatules, son talent s'est peu à peu orienté vers un nouveau créneau, la fabrication de mobilier. Je pars sur une base d'une chaise qui était cassée, l'assise était cassée, j'ai refait une assise en ski de fond. J'ai rechopé d'une autre chaise un dossier et du coup on peut mélanger les styles et puis on repart avec une chaise neuve avec 3 objets différents, donc un ski, une chaise en bois, une chaise en acier. Des chaises, des tabourets, des bancs, des créations atypiques qui commencent à séduire les Chambériens. Il y a du progrès à faire sur le dossier, là c'est pas top, mais l'assise on est bien, là ça amortit un peu. Je me doute bien que c'est pas tout le monde qui va mettre ça dans son salon, mais je pense que ça peut intéresser pour meubler des studios en montagne ou voire même des bars dans les stations, quoi.
Et pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous aussi faire rentrer dans votre salon un brin de Perrine Pellène ou de Jean-Claude Killy. On termine avec les mondiaux d'aviron avec Belette en Savoie. Le 8 tricolore éliminé hier pourra encore jouer sa qualification pour les Jeux de Rio. Ce sera lors d'une ultime épreuve à Lucerne en mai prochain. Et puis en 2 de couple ce matin, Noémie Cobert de l'Aviron grenoblois ne s'est pas qualifiée non plus. À suivre. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans cette édition des Alpes. Les vendanges ont débuté avec plus de 10 jours d'avance en Savoie. Les fortes chaleurs et le soleil estival, tout ça annonce une cuvée de grande qualité. Merci de votre attention.